Les momies, leur chair putride et leurs bandelettes puantes ont le vent en poupe ces derniers temps, entre la sortie du Réveil de la momie en avril dernier et l'arrivée prochaine de La Momie 4 avec Brendan Fraser et Rachel Weisz au cinéma. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'en France aussi, on a déjà fait notre propre film de momie? Non, ne me dites pas que vous ne vous souvenez pas de Belphégor! Et laissez-moi vous dire que c'était pas franchement réussi. Bonjour à toutes et à tous, ici Judith, en direct du tombeau de mes rétines qui repose en paix depuis que j'ai revu Belphégor pour vous en parler dans cette vidéo. Belphégor, c'est un nom que vous avez sans doute déjà entendu, que ce soit au sujet de ce film de Jean-Paul Salomé avec Sophie Marceau, de la série de 1965 avec Juliette Gréco, ou d'autres adaptations du roman original d'Arthur Berned. Par ailleurs, dans la tradition chrétienne, Belphégor est aussi tout simplement un démon, et notamment le démon de la paresse. Donc je pense qu'on est finalement beaucoup à avoir déjà fait sa rencontre. Ce qui m'intéresse avec le film de 2001, qui s'appelle d'ailleurs Belphégor, le fantôme du Louvre, c'est autant ce qu'il est que l'époque à laquelle il est arrivé. 2001, ça a été une année assez folle pour le cinéma et aussi particulièrement pour le cinéma français. À l'échelle internationale, c'est l'année du premier Harry Potter et du premier Seigneur des Anneaux. Déjà, pour vous situer l'ampleur de la bascule. Mais c'est aussi l'année de Shrek, de Pearl Harbor, du premier film Tomb Raider, de Final Fantasy, de Moulin Rouge et beaucoup d'autres films qui auront marqué leur époque. Mais en France, non seulement on a tout ça qui vient des États-Unis, mais on a aussi notre succès international, le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui a été un énorme phénomène. Et une petite foule de comédies à succès avec La vérité si je mens 2, Le placard et Tanguy. Mais surtout, c'est l'année où la France nous pond Pacte des loups, Vidocq et Belphégor. Bilan, un super film et 2 gros navets, je vous laisse deviner lesquels, mais surtout un formidable tir groupé de productions fantastiques ambitieuses qui avaient toutes pour objectif de réinventer le grand spectacle de genre à la française. Car oui, je le rappelle au besoin, mais avant l'avènement de la comédie à l'ère Louis de Funès, le cinéma français savait parfaitement faire du genre et de l'horreur. La preuve avec les films de Louis Feuillade, de Georges Franju, de Jean Cocteau, de René Clair et j'en passe. Bref, je vous le donne en mille, la sainte trinité du Pacte des loups, Vidocq et Belphégor, ça n'a pas suffi pour relancer la machine. La preuve, puisque 20 ans plus tard, on est encore en train de souffler sur les braises du cinéma de genre français en espérant que le feu finisse par repartir pour de bon. Bonjour à toutes et à tous, je passe une tête pour vous conseiller un roman Mission l'Anglais écrit par David McCloskey, traduit de l'anglais par Joan Frederick Elgage, édité par Verso. Verso, c'est notre partenaire pour cette vidéo, donc merci à eux. Ils sont spécialisés dans la littérature de genre, donc évidemment, on est très content de parler de leur roman. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous souvenez de la vidéo sur Strange Days, où ce cher Alex avait déjà vanté les mérites de Mission Damas. Ça tombe bien car il s'agit du même auteur qui a la particularité d'être un ancien analyste de la CIA, alors autant vous dire qu'il excelle dans le thriller politique. Mission l'Anglais se déroule dans le même univers, un peu après dans la chronologie, mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout une suite directe, c'est une intrigue à part entière. Pas besoin donc d'avoir lu Mission Damas, ce n'était pas mon cas et j'ai quand même dévoré cette histoire de trahison au cœur de la CIA. On suit une des responsables de la Mésorussie, comme ils disent, dont l'opération pour récupérer des renseignements sur le Kremlin tourne très mal. Si mal qu'elle se fait virer dans une ambiance professionnelle franchement pas joyeuse. Mais un peu plus tard, elle se rend compte qu'il y a un truc louche dans cette histoire, un truc louche directement au sein de l'agence. Une bonne vieille histoire de top, avec, et c'est selon moi sa principale qualité, des personnages assez attachants qu'on a vraiment envie de voir triompher envers et contre tous. Pas de kidnapping de président au programme donc, mais une montée en tension très bien gérée qui culmine dans les derniers chapitres. Et même si le roman assume un point de vue de quelqu'un qui connaît la CIA, il rappelle aussi que ça reste une boîte, avec des gens, des personnalités, qui peuvent s'apprécier ou pas, avec des conséquences parfois très graves. Le résultat est à la fois donc hyper intéressant et forcément palpitant, comme dans les meilleurs romans du genre. Mission l'Anglais est disponible depuis le 7 mai 2026 dans toutes les bonnes librairies, grâce aux éditions Verso. Bonne lecture. Autant le Pacte des loups a été un véritable succès, même à l'international, autant Belphégor et Vidocq beaucoup moins. Et il faut dire que ces 3 films ont coûté très cher, puisque selon les chiffres du site JP Box Office, leur budget respectif était de 32 millions d'euros pour le Pacte des loups, 23 millions pour Vidocq et presque 16 millions pour Belphégor. Ce dernier étant donc le moins cher, mais pour rappel, la SACD situait en 2012 le budget moyen d'un film français autour de 5 millions d'euros.
Donc on était quand même sur de la très grosse production française. Autant Le Pacte des Loups est arrivé 6ème au classement du box-office français de 2001, avec plus de 5 millions d'entrées, derrière évidemment des films comme Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou Amélie Poulain, ce qui est très honorable, autant Belphégor et Vidoc sont arrivés 27ème et 29ème du classement, en gravitant autour des 2 millions d'entrées. Ça les place devant le AI, intelligence artificielle de Spielberg, Les Autres ou Moulin Rouge, mais derrière beaucoup de choses aussi, et clairement, pour l'ampleur de leur budget et leur tentative de révolution visuelle, c'est un gros échec, et ce n'est finalement pas étonnant qu'il n'ait pas suscité une nouvelle vague de films de genre. Malgré l'intention délibérée de Belphégor de ramener du fantastique dans le cinéma français, puisqu'il n'y a pas de surnaturel dans le matériau d'origine, ou dans la plupart des adaptations. C'est même à se demander si ces deux ratages n'ont pas tiré le succès du Pacte des Loups vers le bas, puisque lui non plus, malgré son très bon accueil, n'aura pas réussi à entraîner un mouvement de renouveau dans la production française. Bon, maintenant qu'on a fait ce point chiffre, intéressons-nous plus spécifiquement au film pour comprendre pourquoi la sauce n'a pas pris. Bon, et là le problème c'est de savoir par où commencer, parce qu'il y a de la matière, et mon but c'est pas de taper gratuitement sur le metteur en scène, les acteurs, ou n'importe qui ayant participé à ce film, parce qu'ils ont toutes et tous fait leurs preuves par ailleurs, et j'ai rien contre eux, à part le producteur Alain Sard, qui est l'un de nos Harvey Weinstein français. Mais le but c'est de comprendre comment ils se sont malheureusement retrouvés autour d'un projet dans lequel rien ne fonctionne, pour plein de raisons. Belphégor, ça adapte donc très librement le roman de 1927 et, attention spoiler, ça raconte l'histoire de Lisa, une jeune femme bourgeoise qui fait le deuil de sa grand-mère dans un appart qui a vue sur le Louvre et dont le loyer représente sûrement 2 fois le PIB du Portugal. Un beau jour, en compagnie de son nouveau crush Martin, Lisa entre par effraction dans le musée parce qu'elle est suffisamment blanche et riche pour se marrer quand elle se fait courser par les flics et qu'il faut bien savoir s'amuser de temps en temps. Sauf qu'au détour du département Égypte ancienne, elle est prise pour cible par l'esprit de Belphégor, qui mijotait tranquille dans son enveloppe momifiée en attendant de trouver un corps à posséder. Lisa se met alors à alterner entre sa propre conscience et celle de la momie, qui se sert d'elle pour piquer des trucs dans le musée la nuit, et aussi pour buter des gens. Égyptologue, inspecteur et petit copain essayent de comprendre ce qu'il se passe et de libérer Lisa de l'emprise du démon. Bon alors je vous la fais courte parce que le détail de l'intrigue n'est pas passionnant, mais ils finissent plus ou moins par y arriver. Le problème c'est qu'ils libèrent plein d'esprits au passage qui s'envolent dans Paris comme des hirondelles un soir de printemps, déclenchant peut-être des phénomènes de possession meurtrière partout dans le monde, on sait pas. L'important c'est que Lisa et le gars qui attend depuis 2 heures de réussir à pécho estiment que c'est plus leur problème et se roulent une grosse pelle. Tout est bien qui finit bien sur l'un des pires exemples de mèche blonde des années 2000. Bon, le problème du film, si alléchant soit le postulat d'une histoire de momie se déroulant dans le musée du Louvre, c'est déjà son timing. Comme je vous l'ai dit, Belphégor ça date pas des années 2000, ça fait longtemps que ça fait partie de notre patrimoine culturel, mais quand le film sort en 2001, c'est compliqué de ne pas faire le parallèle avec La Momie de Stephen Sommers, sorti 2 ans auparavant, et auquel j'ai déjà consacré une vidéo si ça vous intéresse. Le film de Sommers a été un très gros succès, et a relancé la fascination du regard occidental pour la mythologie égyptienne, ou en tout cas une certaine vision de la mythologie égyptienne, le tout enrobé dans une bonne dose d'humour moderne et de parfum d'aventure à la Indiana Jones. Bref, le cocktail idéal pour dépoussiérer la mode de l'égyptomanie, et que ça ait été calculé comme ça ou non à l'époque, Belphégor est bien devenu le pendant français de ce renouveau. Au moment de sa sortie, les critiques n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner la ressemblance de certains de ses aspects avec le film de Sommers, ce qui a renforcé l'impression qu'avec des films comme Le Pacte des Loups, Vidoc et Belphégor, le cinéma français était surtout en pleine période d'imitation des blockbusters américains, sans forcément réussir toujours à relever le pari et en souffrant bien souvent de la comparaison. Exemple très concret, par exemple, la scène d'ouverture de Belphégor qui commence en 1935 en Égypte. Alors, même si on passe sur la musique arabisante ultra cliché qui ressemble à toutes les musiques qu'on entend dès qu'un film occidental fait une incursion en Égypte, et qu'on passe également sur cette police d'écriture tout aussi cliché, mais estimons-nous déjà heureux d'avoir échappé à la police papyrus, ça va quand même pas. C'est censé être un moment hyper impactant. Le début de la malédiction, la première possession, la séquence qui va donner le ton et faire directement plonger le spectateur dans l'histoire. Il y a plusieurs choses qui vont pas. La rapidité de l'action, qui ne nous laisse pas 30 secondes pour saisir les enjeux et nous imprégner de l'atmosphère, les décors simplistes ultra cheap, et puis cet effet quoi. Je parle même pas du flash en CGI ringard, mais de la narration de l'effet. Encore une fois, ça va beaucoup trop vite, et cette lumière hyper vague et pas menaçante du tout, dont on ne comprend pas si elle est projetée sur la momie, ou si elle vient de la momie. Et puis la manière dont le gars reçoit le truc, on sait pas s'il est projeté en arrière, s'il a trébuché ou s'il fait un entrechat. Bref, comme entrée en matière, c'est compliqué, et quand on sort de La Momie de 1999, c'est un peu difficile d'accepter ça. Et puisqu'on parle un peu des effets, évacuons la question tout de suite. Oui, les effets numériques ont vieilli, cela dit, c'est loin d'être
horribles à ce niveau-là, notamment parce qu'ils les ont utilisés avec parcimonie. On a un peu de fantôme de momie volant, me demandez pas pourquoi il a besoin d'éviter les objets qu'on lui lance à la tronche d'ailleurs, un peu de morphing trop lisse, une transformation digne d'un téléfilm M6, oui, une sorte de chien fœtus à 3 têtes qui apparaît pendant 1 seconde et demie et qui a une sacrée gueule, bon, globalement, ça va, il n'y a pas de surenchère démesurée d'effets mal maîtrisés. La cohérence entre les trucs modélisés en 3D et les éléments réels est franchement correcte. C'est pas génial, mais bon, c'est acceptable. Encore maintenant, ça arrive d'ailleurs de voir des trucs beaucoup plus moches que ça, et dans des productions plus ambitieuses. Donc c'est vraiment pas là-dessus que j'ai des reproches à faire au film, même si finalement ça aurait été moins grave. La question c'est beaucoup plus la manière dont ces effets sont exploités, dans des scènes qui ne fonctionneraient pas même avec les meilleurs CGI du monde en fait. Je pense à la séquence dans laquelle on essaye de nous montrer Lisa à moitié droguée et à moitié possédée sur un lit d'hôpital. Allez savoir pourquoi ils ont fait ça comme s'ils avaient filmé la scène dans le reflet d'un miroir déformant, mais c'est d'une laideur et d'une ringardise assez impressionnante. Je pense aussi au moment où Lisa fait léviter Martin au-dessus de la scène dans un cadrage qui nique complètement l'effet de vertige, avec Frédéric Diffenthal qui fait des gestes aussi naturels que ça. Et j'ai surtout envie de citer le moment où Lisa est dans sa cellule capitonnée et qu'elle saute sur les murs en mode elle a trop des pouvoirs quand elle est sous l'influence de la momie. Mais c'est nul! Genre elle se perche à 10 cm du sol dans une pièce qui fait 3 mètres carrés. Y a rien de spectaculaire là-dedans, c'est même pas très fort presque. Rien qui puisse rendre bien à l'image, même si les cadrages et les dialogues étaient bons. Et en plus ils le sont pas. Si c'est pour utiliser vos effets comme ça, oubliez le fantastique tout de suite et faites-nous juste un thriller bien rationnel. Parce que là vraiment c'est du niveau du Catwoman de Pitoff quoi. Et encore, s'il n'y avait que le visuel qui pêchait. Malheureusement... Au son aussi, ça va pas du tout non plus, hein. J'ai mentionné la musique cliché arabisante en intro parce qu'il y en a dans la première séquence, mais le meilleur, c'est que cette musique, elle revient quand Lisa sent l'esprit de la momie prendre possession d'elle. C'est le premier cas de possession de l'histoire qui a pour symptôme une meuf qui vous crie de la fausse musique arabe dans les oreilles, mais il faut bien un début à tout, hein. D'ailleurs, vous aussi, vous souffrez d'une malédiction. Si, je vous jure. Vous, le symptôme, c'est aussi une meuf qui vous crie dans les oreilles. Mais la meuf, c'est moi, et je vous crie de prendre votre abonnement à écran large, depuis le temps qu'on en parle, afin de soutenir le travail d'une rédaction d'honnêtes petites critiques qui se donnent du mal pour vous tenir au courant de l'actu ciné, avec un regard mordant, espiègle, incisif, et finalement, génial quoi. C'est pas cher, mais ça compte beaucoup pour nous. Et laisser un gentil commentaire sous cette vidéo, c'est gratuit. Voilà, manifestation démoniaque terminée. Pour en revenir à la musique, dans le reste du film, il y a une utilisation de la bande originale composée par Bruno Coulet que je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes qui me semblent manquer vraiment beaucoup d'un habillage musical, et il y en a d'autres, au contraire, où la musique est ultra présente, alors qu'elle est clairement de trop et qu'elle plombe tout. Parfois elle est dynamique et presque entraînante sur des séquences de suspense qui réclameraient du silence ou quelque chose de plus pesant. Et parfois elle vient même se plaquer sur des dialogues qui sont beaucoup trop mous et anecdotiques pour aller avec. En fait, ce que je vous ai dit jusqu'ici sur les effets, les cadres, le son, la musique, tout ça, ça me fait penser que Belphégor a voulu reprendre tout un tas de codes américains, mais sans comprendre ce qui fait que ces effets fonctionnent dans les films américains, en tout cas dans certains films américains. Ces éléments, il ne suffit pas de les mettre dans le film, il faut savoir les intégrer de façon organique à sa mise en scène, à sa narration, à son atmosphère. Il faut les comprendre en profondeur, et pas simplement les coller au pif dans telle ou telle séquence, sinon on se retrouve avec ça, et tout le monde trouve ça ridicule, et bah c'est bien normal. Laissez les morts dormir en paix. Les morts, ils laissent les vivants dormir en paix. D'ailleurs, ça vaut aussi pour le filtre jaune dégueu, appliqué sur tout le film pour rappeler un peu l'Égypte. Mais ça, les films américains le font toujours aussi, hein, la preuve avec le réveil de la momie. Mais bon, en même temps, comme je l'ai expliqué, c'est une période pendant laquelle les productions françaises et les cinéastes français ont eu envie de faire du grand spectacle à eux, à la fois en écoutant leur propre héritage, mais aussi forcément en voulant s'approprier les outils et les références développés aux États-Unis. Donc tout ça, ça fait partie d'un tâtonnement qui est douloureux à regarder aujourd'hui parfois, hein, mais qui est aussi un vrai témoin de son époque, comme on peut dire, et qui est assez compréhensible finalement. En revanche, ne nous mentons pas, il reste de gros défauts dans le film qui sont moins pardonnables. Je sais pas quel est le premier de l'œuf ou de la poule entre les dialogues et la direction d'acteur, mais aucun des deux n'est réussi, alors que ça, normalement, en France, on sait faire. Ah d'accord. Ouais, il y a des jours comme ça où... On comprend bien pourquoi Sophie Marceau a été castée. Alors non seulement c'était une méga star, mais en plus elle sortait tout juste d'un James Bond tourné aux États-Unis. Donc elle était l'actrice parfaite pour porter un film ambitieux qui espérait draguer un public français avec des codes un peu américains. Malheureusement, la manière dont elle joue Lisa me semble quand même très boiteuse et artificielle, sachant que je pense qu'il est de toute manière très difficile de jouer correctement des dialogues aussi mauvais et des actions aussi ridicules, le tout avec un montage qui n'aide
pas du tout. T'as pas honte. Mon cahier. D'ailleurs, tous les acteurs en souffrent, hein. Frédéric Diffenthal, il est pas tellement meilleur. Bon bah ok, d'accord. Et même Julie Christie, par ailleurs légende du cinéma britannique, a vraiment du mal à tirer son épingle du jeu. C'est vrai? Notons aussi la présence de Lionel Abelansky, qu'on est plutôt habitué à voir dans de la comédie, Ça va, cool, hein. Tu peux faire deux trucs en même temps, hein. et qui fait ce qu'il peut en petit méchant de bas étage, mais c'est dur, hein. C'est triste, mais il reste un peu comique malgré lui, là. Désolé pour la catégorisation. Chacun à sa place, c'est ça? Finalement, il n'y a que Michel Serrault qui s'en sort pas trop mal, déjà parce que c'est Michel Serrault, et aussi parce que son personnage d'inspecteur frappadingue lui laisse une plus grande marge de manœuvre en termes de second degré, donc il y a des choses qui passent un peu mieux. Un peu mieux, mais c'est quand même pas l'un des grands moments de sa carrière. Ah si, alors il y en a une qui est bien, c'est Juliette Gréco qui passe juste faire un clin d'œil le temps d'une seconde parce qu'elle était l'héroïne de la vieille série Belphégor, mais comme elle a rien à dire, bah forcément c'est plus facile. Bon, et avec tout ça, si encore en termes de scénario ou de propos c'était solide, ça irait, je trouverais en mon cœur la force de pardonner. Mais il reste deux gros problèmes. Déjà, l'absence totale de regard un tout petit peu politique. Et là, vous allez me dire en commentaire « Mais comment ça, la politique? Mais c'est une histoire de momie, viens pas nous casser les bandelettes !» Mais justement, les enfants, une momie dans un musée, c'est plus politique que jamais, puisque vous n'êtes pas sans savoir que des musées comme le Louvre, ou le Quai Branly par exemple, regorgent d'artefacts pillés aux cultures étrangères lors d'expéditions coloniales, et que ces pays, auxquels on a volé une grande partie de leur patrimoine, le réclament aujourd'hui, et on veut pas toujours leur rendre, parce que les momies ça fait des entrées dans nos musées, vous comprenez? Bref. Même le tout premier film, La Momie, sorti au cinéma en 1932, parlait déjà de ça, en mettant en lumière les dangers de l'appropriation culturelle et du vol d'objets sacrés étrangers par le British Museum. En 1932, c'était le sujet, oui. Malheureusement, ça a été largement perdu de vue par les films plus modernes, et c'est bien dommage, parce que ça aurait peut-être apporté un peu d'épaisseur au scénario à Belphégor. J'en viens donc au deuxième gros problème restant, le personnage de Belphégor lui-même, enfin de la momie, qui n'a aucune consistance. Pas dans le sens où c'est un ectoplasme, mais dans le sens où il n'a quasiment aucun background, aucune histoire personnelle, aucune personnalité, presque aucun objectif à part réussir à rejoindre l'au-delà. C'est curieux parce que historiquement, les films La Momie ont toujours été très proches des films Dracula. C'était le cas à l'époque des Universal Monsters, où le film de Karl Freund s'inspirait du Dracula de Todd Browning, c'était quasiment le même scénario mais transposé à une autre culture, et c'était aussi le cas du film de Sommers, dont la production a été encouragée par le succès du Dracula de Coppola, auquel j'ai aussi déjà consacré une vidéo. Histoire de réincarnation, scène d'intro tragique qui se passe à une époque lointaine, interrogation sur la nature de ce monstre avant tout motivé par un amour éternel, plein de choses qui ont fait, au fil des décennies, de la momie de cinéma un personnage romantique, complexe et profond, au moins dans une certaine mesure. Il n'y a absolument rien de tout ça dans Belphégor, où la momie n'est jamais qu'un fantôme désincarné qui n'a pas de voix, pas de visage, pas d'humanité. Donc si vous enlevez ça, et la moindre trace de propos politiques, bah il reste vraiment pas grand chose. À part une scène qui ressemble au voyage sur le Déméter dans Dracula, mais ça dure 2 secondes et ça n'a pas plus d'intérêt. Bref, on s'emmerde quoi. Encore un exemple qui prouve que c'est la surface des productions américaines qui a été reprise ici, et absolument pas la substance des histoires qui font que ces productions marquent leur époque. Heureusement qu'en France on a su, par ailleurs, réinventer un cinéma de genre beaucoup plus personnel et intéressant que ça, et il prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, même s'il reste encore un peu trop confidentiel. Et pour ce qui est de Belphégor, écoutez, en 2022, une rumeur disait que José Dayan allait bientôt réaliser une nouvelle série avec Isabelle Adjani et John Malkovich. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais si ça vous intéresse, il y a quand même une mini-série avec Chérine Boutella et Vincent Elbaz qui est sortie en 2025. Bref, après vous avoir raconté ce petit échec à la française, je me permets de vous renvoyer vers la vidéo que ce cher Mathieu a consacrée à l'échec monstrueux du Dark Universe avec la momie version Tom Cruise. Parce qu'évidemment, les Américains aussi, ça leur arrive de chier dans la colle. Bisous!